tout le monde, voici donc la deuxième partie sur l'introduction de supraconscience. La première partie, je l'avais faite il y a environ 2 semaines, et cela pour remplacer la version que j'avais faite avec une voix numérique, qui date d'1 an, 1 an et demi, et plusieurs personnes n'avaient pas aimé ça. Puis c'est vrai, j'avoue qu'une voix numérique, ça se compare pas avec une voix réelle. La voix réelle, ça demeure quand même plus vibratoire. Alors, nous allons parler de la transmutation de l'ego. Pour accéder à un niveau de conscience nous permettant de percevoir la réalité avec intelligence, l'ego doit être absolument transmuté. Il ne s'agit aucunement de détruire l'ego, comme certains le préconisent, car il demeure la mesure de direction dans notre cheminement individuel. Sans l'ego, l'humain ne posséderait pas cette individualité observatrice qui lui permet d'interpréter ce qu'il pense être. Car l'ego pense qu'il est, mais cette pensée est absolument nécessaire pour que l'esprit, s'incarnant dans la matière, analyse ses conditions existentielles. Exemple. Si on envoie une sonde sur Mars, on voudra explorer cet univers inconnu et en recueillir les précieuses informations. Alors l'ego est la sonde de l'esprit, mais il n'est pas l'esprit. Donc, là, toute l'illusion d'être sans vraiment être. Le problème de l'ego n'est pas de penser, mais de penser être ce qu'il n'est pas. Car l'ego n'est que mémoire condensée. Et plus que l'ego pense qu'il est, et moins qu'il sera dans son identité réelle. Là est la différence. Maintenant, quels sont les signes de l'ego? L'ego ne peut jamais avoir tort. Il est timide, chiale constamment, juge sans discernement, a peur, manque de confiance, vengeur, dominateur, prend toujours le plancher, vampirise monsieur ou madame, c'est tout, bref, l'inconscience totale. Ne dit-on pas que la première idée est la meilleure? Et c'est tout à fait juste. L'humain ne se fiera pas à sa première idée, parce qu'il a peur et doute de sa propre source. Cette fameuse première idée est justement celle de son esprit, qui lui est relié à l'instantanéité. L'ego est relié à sa mémoire. Donc c'est une nette différence. Peut-être que cette première idée ne fonctionnera pas. Mais rien ne prouve qu'une réflexion sans fin parviendra à donner un meilleur résultat. Une réflexion subjective n'amène qu'un brainstorming du connu et non d'une nouvelle dynamique plus créative. On dit que la nuit porte conseil. Pourquoi? Parce que l'ego est débranché et que l'âme se promène librement dans des dimensions plus subtiles. Elle peut recueillir ainsi des informations non répertoriées dans son inconscient et les copier-coller dans son subconscient, siège des archives de l'âme. Le conscient étant le siège de l'esprit, le subconscient étant l'âme accumulant les archives, et le conscient, la porte d'entrée d'une énergie différente, créative, qui devient l'accélérateur de nos particules subatomiques. Les particules subatomiques constituent toute notre structure psychique, obéissant de manière systémique à équilibrer notre existence comportementale. Qui dit porte d'entrée d'une énergie différente, dit un renouvellement de conscience, donc de nouvelles façons de penser, de changer nos concepts, d'interpréter différemment la réalité le plus instantanément possible. Tout ceci ne veut pas dire que du jour au lendemain, il s'agit de tout nier, d'un bloc. Ce qu'on pense, ce que nous sommes, il s'agit seulement de garder la porte de notre esprit toujours entrouverte. Donc, soyons objectifs. Et c'est là que l'ego suivant embarque. Il joue au fin connaisseur. Et en fait, n'est qu'un usurpateur. Il existe plusieurs façons de transmuter un ego, tout dépendant bien sûr ce que l'humain a à vivre comme expérience et de sa propre condition. Celui dont l'ego possède la science infuse devra un jour se mettre à genoux devant son propre esprit, pour clouer au pilori son orgueil minable. Habituellement, ces gens possèdent un intellect
puissant basé sur des diplômes universitaires, des PhD. Ce n'est jamais le doctorat obtenu qui est le problème, mais bel et bien celui qui le détient. C'est comme les animaux. C'est pas le chien qui pose le problème, c'est le maître. Mauvaise éducation par rapport à l'animal. Et souvent, les maîtres sont moins intelligents que l'animal. Enfin, ces gens-là, en général, fonctionnent de manière très cartésienne, imbus d'une logique neuronale sans appel. Avez-vous déjà astiné des gens fortement intellectuels dans leurs convictions profondes? Ça m'est arrivé. Un philosophe, entre autres, qui avait un bac en philosophie. Très difficile de traverser un gars comme ça. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, ces personnes ont fait preuve de beaucoup d'intelligence, de patience, de détermination et de volonté, mais une partie d'eux-mêmes, même, est en dispersion. S'il est difficile pour un riche qui a toujours connu le luxe de comprendre les gens démunis, il y en est de même pour les intellos haut de gamme de se rapprocher de leur esprit. Méchante frontière, méchant mur, qui ne se rejoint pas. Ces gens ont travaillé fort, sué, peu dormi, mais surtout ont accumulé des tonnes de mémoire qui les ont rendus prisonniers d'engrammes. Les engrammes sont d'énormes civilisations mémorielles qui deviennent des véritables prisons cérébrales et mettent sous verrou l'intuition de percevoir la réalité différemment. Mais il n'y a pas juste certains diplômés universitaires qui possèdent des gros égos, mais aussi l'homme de la rue. Nous pouvons prendre le cas de quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne voudra jamais accepter pour une raison d'amour propre. Le gros égo gonflé à l'hélium voudra toujours avoir raison. Il fera le sourd d'oreille sans vouloir rien entendre. Le type qui dit que ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans qu'il pense de la même façon et qui ne changera jamais un iota de sa perception est un prisonnier à perpétuité de sa propre cellule mentale. L'égo frondeur qui n'a peur de rien et qui veut prouver à son entourage ses capacités extrêmes, ou l'égo a trop peur et qui s'imagine trop souffrir d'égotisme chronique. L'ego se compare, l'ego fait chier, l'ego calomnie, l'ego est borné, l'ego se vante, l'ego manipule, l'ego croit, mais l'ego est un vide total, une coquille vide. Transmuter un ego consiste à casser en lui son miroir d'illusion qui le nourrit depuis sa naissance. Cela peut faire très mal, très très mal, faire pleurer des larmes de sang, des repentis, qui demandait des excuses profondes afin de nettoyer en lui toute la terre noire de sa conscience. Convertir son ego et renaître dans son esprit. Se débarrasser de notre crasse mentale et apprivoiser notre cheval sauvage. Deux moyens incontournables pour y parvenir sont le respect et la transparence. Le respect global est proportionnel à notre volume de conscience intégré, c'est-à-dire cette capacité de notre mental de résister aux attaques et les pièges astraux. Ne vous inquiétez pas, la vie se chargera très bien de vous faire passer les tests. Le respect global passe le non-jugement d'autrui, mais plutôt par une compréhension intelligente de la situation. Autrement dit, savoir l'origine de l'événement, la cause, les natures profondes des individus impliqués et dans quelles circonstances précises. Un égo mature devra reconnaître que quelque part il y a eu manipulation et inconscience, donc une absence d'esprit, donc une toile d'araignée tissée par l'astral. Le respect global implique aussi un savoir-vivre social ou spirituel. Quelqu'un nous livre ses confidences ou expériences, nous n'avons pas à dire que cela ne vaut rien ou que c'est de la merde. Qui sommes-nous pour déterminer ce qui est bon et moins bon, et ce qui est vrai et ce qui est faux? Si quelqu'un nous prête un CD de musique pour écouter, on lui redonnera en disant que c'était bon. Ici, ce n'est point d'hypocrisie ou du mensonge, mais du savoir-vivre intelligent, intégral, qui s'harmonise simplement des goûts différents. Au niveau mystique ou spirituel, nous n'avons pas à refuter ou nier du revers de la main des opinions différentes des nôtres. Chaque personne vit et expérimente différemment son cheminement existentiel. L'ego gonflé voudra faire savoir que lui détient la vérité et que toutes les autres vérités dépassent l'entendement. C'est ça être un fanatique. Avoir des convictions. Le respect global demande beaucoup d'écoute, sans interruption, afin de bien permettre à l'autre d'exprimer son point de vue.
Le respect passe par un soi impersonnel et non un moi de grandeur. Un exemple précis. Quelqu'un qui fournit un gros montant d'argent dans un but qualitatif n'arrive pas à s'identifier. Il n'a pas à s'identifier, excusez. S'identifiant, il colle l'ego après ça. Mais plutôt, il doit demeurer anonyme. Ça, c'est une très bonne claque pour l'ego. Cela plante l'ego et rehausse l'esprit d'avoir agi pour la cause et non pour notre réputation personnelle. Simple pour l'esprit et difficile pour l'ego. La transparence de l'ego demande beaucoup de maturité psychique. Il faut vraiment penser et agir autrement, tout en conservant notre intimité personnelle intacte. La transparence est d'accepter ce que nous sommes sans détour. Exemple, je joue du piano en virtuose et quelqu'un nous en fait la remarque. Il faut accepter d'emblée le compliment en disant oui, je joue très bien. Et non pas jouer le jeu de la fausse humilité en disant non, c'est pas si bon que cela. Être transparent, c'est d'être ce qu'on est, dans sa totalité, incluant nos faiblesses et nos forces. La transparence, c'est d'avouer instantanément ses torts et ne surtout pas mettre cela sur le dos de d'autres personnes. Il ne peut y avoir aucun égo dans la transparence que celui de sa plus simple expression sans démesure. La transparence évite les colères émotives, les confrontations idéologiques, les conflits professionnels ou toute autre situation polarisée. Si l'humain agirait avec transparence et respect, les guerres n'existeraient même pas sur notre planète. Ce sont les égos qui contrôlent tout l'émotionnel planétaire et créent un dense brouillard, réduisant ainsi la lumière de l'intelligence de nous éclairer. L'ego vit toujours dans la crainte et le doute à cause de l'astral planétaire. Cette masse d'inconscience qui paralyse notre individualité de l'être en emprisonnant sa lucidité mentale. Il existe l'individualisme et l'individualité, deux expressions fortement différentes. L'individualisme exprime l'ego dans sa densité la plus coriace. Il se prend pour un autre, ne joue que par lui-même et que pour lui-même, il aimerait être leader, mais recherchera toujours le pouvoir sans aucune concession. L'individualisme ne possède aucune identité personnalisée, en se piégeant dans un nombrilisme épicurien. Le pouvoir pour le plaisir de dominer et d'orgasmer la plénitude. L'individualité, par contre, s'exprime dans un esprit de simplicité et de sérénité. L'ego devient mature dans une réciprocité intimiste qui crée dans l'être cette transparence si essentielle. La réciprocité illustre un leadership charismatique, non manipulateur, mais créateur d'énergie nouvelle. L'individualité préconise cet ego capable de s'auto-scruter instantanément et respecter autour de lui une harmonie collective. Individualité égale centre de gravité, conservant un équilibre entre l'intelligence créative et les besoins de l'instruction collective. Autant dans la matière que le développement de conscience, l'individualité crée cette synergie nécessaire pour faire avancer les choses. La transmutation de l'ego n'est pas la destruction de l'être, mais la naissance de sa conscience. Alors voilà, mes chers amis, c'est la dernière partie de l'introduction de Supraconscience. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à m'écrire sur YouTube ou de venir vous inscrire si vous ne l'êtes pas sur Facebook. Et puis, me rentrer dans vos contacts, Sergio Poirier. Et ainsi, je vous inscrirai dans mon groupe supramental, le buffet supramental. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis, prenez soin de vous et à une prochaine.